Je vais passer la parole à Maître Rambaud, donc, qui va un peu nous évoquer la manière dont les directions d'entreprise abordent ce sujet aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, j'interviens ici en tant qu'avocat spécialisé en droit social, mais il y a une vingtaine d'années, j'étais DRH. Donc j'étais aussi en entreprise et j'ai vécu les situations qui peuvent effectivement apparaître. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très très délicat, il faut être honnête. C'est un des sujets, je pense, les plus délicats à vivre en entreprise. Et c'est vrai que lorsque l'on dit que cela devrait être une maladie professionnelle, ça veut dire qu'on reconnaît quand même de fait la responsabilité de l'entreprise. Et on l'a bien vu avec effectivement tous les débats qui se sont passés ce matin, c'est beaucoup plus complexe que cela, ce n'est pas uniquement une responsabilité d'un employeur ou d'un manager, mais c'est aussi une responsabilité peut-être beaucoup plus vaste de la société en général. Je vais donner quelques exemples. On a parlé effectivement du monde de l'entreprise là ce matin, mais on n'a absolument pas évoqué par exemple les 200 suicides qui ont lieu actuellement chaque année dans le milieu agricole. On a bien effectivement des personnes qui n'ont pas d'employeur, qui sont dans la même situation de burn-out finalement, puisqu'ils en vont à la solution ultime qui est le suicide. On a aussi des artisans qui se suicident, on a aussi des chefs d'entreprise qui se suicident. Donc vous voyez bien qu'avec ces quelques exemples, ça démontre aussi qu'on a une responsabilité peut-être beaucoup plus vaste que simplement la responsabilité de l'entreprise. Et qu'on a peut-être aussi à se poser la question de savoir pourquoi il y a cette surcharge de travail qui a été mise effectivement sur des personnes qui ne sont pourtant pas dans une relation de subordination par rapport à un employeur. J'aimerais aussi aborder un deuxième, je dirais, élargissement, si je peux dire, du regard. C'est effectivement, ça a été légèrement abordé, sur le fait que les entreprises ne sont pas toutes traitées de la même manière. C'est qu'on voit bien que dans le secteur parapublic, on a beaucoup plus effectivement de situations de burn-out ou de harcèlement moral, parce que c'est comme ça que c'est arrivé effectivement dans la loi française. D'abord, ça a été la notion de harcèlement moral, et on voit bien qu'effectivement ce secteur, les secteurs parapublics, où il y a une protection de l'emploi, une protection finalement, une rigidité de l'emploi, il y a des salariés qui, lorsqu'ils sont confrontés à une situation de pré-burn-out, c'est ce que vous évoquiez effectivement, ne vont pas quitter le secteur dans lequel ils sont, alors pour des raisons très diverses, qui sont effectivement la difficulté de retrouver un emploi actuellement, le chômage qui existe, mais aussi la protection de l'emploi qu'il y a dans ces secteurs-là, et l'impossibilité finalement de changer, ce qui est quand même moins vrai dans les entreprises privées. Parce que dans les entreprises privées, on a effectivement des solutions qui existent lorsqu'on a des personnes qui sont en situation de souffrance sans aller effectivement jusqu'au burn-out, avec notamment non plus la démission, parce que la démission c'était effectivement un engagement fort et c'était une absence de prise en compte par le chômage, mais maintenant on a la rupture conventionnelle, qui sont finalement des petits éléments de souplesse qui permettent. Alors, je sais bien que la logique actuelle, c'est toujours de trouver un responsable, en se disant, moi je ne suis pas responsable, donc finalement c'est à quelqu'un d'autre d'être le coupable ou le responsable. Je crois aussi qu'effectivement, on a rigidifié totalement le monde du travail, qui fait qu'on a mis aussi une surcharge de travail sur les collaborateurs, et je pense qu'il faut se poser aussi la question de la responsabilité collective qu'on a tous sur le changement de la société. Je prends un exemple des 35 heures. Les 35 heures, dans beaucoup de grosses sociétés, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas réduit la rémunération des collaborateurs. La loi, c'était pourtant 35 heures payées 35 heures. C'est-à-dire qu'on aurait dû, si on avait appliqué la loi, réduire la rémunération des collaborateurs de 10%. Bon. C'était impensable, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de grosses sociétés, et même de petites sociétés, se sont dit, voilà. Alors certaines ont réduit à 37 heures, et certaines ont maintenu à 39 heures la rémunération. Et elles ont demandé effectivement d'avoir une charge de travail plus importante pour compenser cela, parce que tout simplement, ce sont des sociétés aussi qui sont à l'équilibre ou juste à l'équilibre. Là, on parle effectivement de l'impact, je dirais, des capitaux ou des demandes financières sur les sociétés. On a beaucoup de sociétés en France qui arrivent à s'en sortir tant bien que mal, mais avec une marge de 1 ou de 2%. Et quand vous avez une masse salariale qui augmente de 10 ou de 12%, comment on fait? Donc il y a aussi toutes ces conséquences-là. Et il faut aussi se rendre compte que dans certaines sociétés, on a je dirais, mis en place un cadre, et ça c'est l'ensemble des lois françaises que l'on a mis en place, qui finalement rigidifie et amène, je dirais, des sociétés qui ne veulent pas évidemment aller sur une notion d'épuisement de leurs collaborateurs, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui effectivement avait la volonté d'aller à cela. C'est quand même, ou alors je vois on lève les sourcils, c'est peut-être rarissime. Enfin, moi je ne connais pas en tout cas qui se sont dit volontairement je veux effectivement amener à cela. Bon, donc si vous voulez, je pense qu'on a déjà cette notion de responsabilité sociétale globale à voir effectivement, se dire mais est-ce qu'on n'est pas un peu tous responsables
de cette situation. Et effectivement, après de venir dire, eh bien, l'entreprise en est responsable et doit payer les conséquences, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où l'entreprise, évidemment, n'est pas responsable. On peut avoir des collaborateurs qui ont effectivement un mode de management qui n'est pas acceptable. Mais là, la loi, elle est réglée maintenant. On a la loi sur le harcèlement moral. Et si effectivement vous avez une situation spécifique d'un collaborateur sur effectivement le mode de travail de son propre collaborateur, qui soit effectivement avec des surcharges de travail, avec du dénigrement, avec tous les éléments constitutifs du harcèlement moral, il y a maintenant la loi sur le harcèlement moral qui permet de condamner la personne qui l'a commise à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Il y a déjà des techniques, si vous voulez, légales qui permettent effectivement de régler cela, sachant que aussi la mise en danger d'autrui, qui est aussi une autre solution, permet aussi avec les mêmes condamnations, les mêmes risques pénaux. Donc si vous voulez, la notion de burn-out dans l'entreprise, c'est quelque chose de très délicat parce qu'effectivement, on va avoir des conséquences qui vont être pour l'entreprise qui souvent, si vous voulez, déjà essaye de s'en sortir tant bien que mal, avec un risque pénal et un risque civil important. Alors après, si vous voulez, on l'a bien vu aussi, la difficulté, c'est qu'en entreprise, chacun cherche à faire comme il peut, et malheureusement, parfois, il peut y avoir des maladresses aussi qui peuvent arriver. Et à ce moment-là, effectivement, on aboutit à des situations de harcèlement qui, maintenant, je dirais, commencent à être relativement bien vues par les conseils de prud'homme, même si, au début, on avait beaucoup d'accusations de harcèlement, et finalement, peu de condamnations. Et là, je trouve que depuis une dizaine d'années, depuis les 10 ans qui se sont passés, on a de plus en plus de condamnations de harcèlement moral dans les entreprises. Donc, si vous voulez, je pense que quand on est chef d'entreprise, il faut effectivement, comme on a plein de risques juridiques à gérer, on a un risque droit social à gérer et un risque effectivement par rapport à ses propres collaborateurs. La loi fait obligation d'abord de rappeler toutes ces exigences, tant dans le règlement intérieur que effectivement avec toute une série de suivi et une obligation de réagir. C'est-à-dire que l'employeur, à partir du moment où il est alerté par un collaborateur sur effectivement une situation de souffrance au travail, que ce soit le salarié ou que ce soit effectivement quelqu'un d'autre qui l'alerte, il doit réagir. Il doit réagir, s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité pénale. Donc c'est une obligation systématique. Et moi je le vois bien avec effectivement les différents cas qui m'ont été soumis. On a des cas de réelle souffrance au travail, et là il faut réagir immédiatement avec tous les moyens qui existent dans l'entreprise. Ça va être effectivement mettre une enquête avec le CHSCT, avec les délégués du personnel, selon les cas effectivement, rencontrer les différents interlocuteurs et tout de suite faire cette enquête pour vérifier si c'est un vrai cas de harcèlement, ou de burn-out, ou de pré-burn-out, si je peux dire. Puisqu'effectivement, on a dans l'entreprise aussi des accusations qui parfois ne sont pas la réalité. Donc un DRH, un chef d'entreprise, il a aussi à faire face à des accusations qui sont fondées, sur lesquelles il doit réagir très rapidement s'il ne veut pas effectivement mettre en cause sa responsabilité, mais aussi des accusations qui sont parfois aussi pas toujours aussi solides qu'elles ne le seraient. Moi j'ai vu X dossiers de collaborateurs qui n'avaient pas eu l'évolution qu'ils voulaient, qui n'avaient pas eu effectivement une augmentation, et qui avaient envie de quitter l'entreprise pour des raisons purement personnelles, et qui après finalement vont voir l'employeur pour discuter d'un départ, d'une rupture conventionnelle, d'une transaction finalement, l'employeur qui refuse, et bien après ça se transforme en disant finalement j'ai voulu quitter l'entreprise parce que j'étais en situation de pré-burnout. Donc il faut bien comprendre que l'employeur il est confronté à ces deux problèmes. Le problème effectivement de la vraie situation de souffrance au travail, et puis parfois aussi des dérives qui peuvent arriver actuellement. Donc si vous voulez, moi je pense que dans le cas effectivement de la maladie professionnelle, c'est très délicat et très dangereux d'amener sur ce terrain-là. J'ai bien compris qu'effectivement on voulait, et ça on a eu le franchise de dire clairement les choses effectivement sur ce point-là, qu'effectivement si c'est une maladie professionnelle, ce n'est pas pris en charge par les comptes de la sécurité sociale, mais c'est imputé sur les comptes de l'employeur. Donc ça c'est effectivement une vraie problématique financière qui peut exister. Mais je pense, si vous voulez, que sur cette notion-là, il faut se méfier énormément des risques et des conséquences. Et puis aussi se poser la question, pourquoi maintenant on a plus de cas de burn-out qu'on ne l'avait effectivement avant? Parce que j'ai bien aimé la présentation au début où on nous expliquait effectivement que la situation avait été relevée dans des moines du 5e siècle. Mais après, on est passé du 5e siècle au 18e siècle avec quelques personnes pour les hommes de lettres. Bon, très bien. Et puis finalement, on passe à 1950, 1960, 1970. Et visiblement, pendant toutes les périodes qui se sont passées, cette notion n'avait pas aussi apparu. Voilà, c'était quelques petites remarques que je voulais faire, si vous voulez, en disant
attention, effectivement, parce que l'employeur doit réagir, ça c'est une obligation de l'employeur, effectivement, sinon il met en cause sa responsabilité personnelle, pénale, et effectivement, non seulement l'employeur, mais tout collaborateur, à la limite, est amené aussi à réagir. Merci, Maître Rambaud. Jean-Claude, peut-être une petite réaction, et ensuite on donnera, pour les quelques minutes qui nous restent, peut-être quelques questions de la salle. Oui, je pense que, encore une fois, si on veut mettre quelque chose qui tienne en place, qui tienne la route et qui fasse système, quelque part, il faut qu'on puisse réintroduire dans le débat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'ensemble des gens qui, à un moment donné, sont touchés par des facteurs, par des causes organisationnelles ou managériales. Alors, ça ne se résume pas à la question simplement du harcèlement. Quand vous avez, par exemple, Carlos Ghosn qui arrive en 2007 chez Renault et qui licencie 40 cadres dirigeants, qui explique qu'il va falloir réaliser le double de gamme pour pouvoir être au rendez-vous en 2009, améliorer les marges, et qui explique que l'entreprise n'a plus le droit à l'erreur, que personne n'a droit à l'erreur, vous mettez en place, je dirais, les conditions pour que l'ensemble des gens travaillent d'une manière débridée, avec des rythmes de 70-80 heures par semaine pour la très grande majorité des gens. Alors, on peut me dire que c'est sanctionnable, je l'entends. Quand, par exemple, je ne reviens pas sur France Télécom, je n'ai pas le temps, mais je pourrais faire la même démonstration. Alors après, effectivement, la justice est là. Vous voyez, le procès de France Télécom, il a été instruit par le juge Gang, il va peut-être se dérouler dans 1 an. Au départ, l'instruction reposait sur le travail de Sylvie Catala, qui avait repris une grande partie de nos travaux. Il y avait 3 chefs d'inculpation, comme vous le savez certainement. Le premier chef d'inculpation, c'était homicide involontaire. Le second chef d'inculpation, c'était mise en danger de la vie d'autrui. Et le troisième chef d'inculpation, c'était harcèlement moral. Les 2 premiers chefs d'inculpation ont été retirés. On garde le dernier, harcèlement moral. Et je dirais, moi j'ai une certaine crainte que, y compris après une telle affaire, où quand même on a eu beaucoup de décès, et je dirais une certaine responsabilité, à la fois, pas simplement d'ailleurs juridique, je pense qu'il y a une responsabilité morale pour les dirigeants, je ne rentre pas dans le détail, eh bien on risque de sortir de cette affaire par la petite porte, c'est-à-dire un peu d'infamie pour les dirigeants, et puis on passe à autre chose. Alors c'est pas sûr, on verra ce que dira le procès, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des obligations, résultats de moyens, etc., depuis le 2002, obligations de résultats en matière de santé et sécurité au travail, mais ce n'est pas suffisant. Je prends l'exemple des accidents mortels. Aujourd'hui, un accident mortel, ça coûte une blinde à l'entreprise, 250 000 €. Un accident mortel à l'entreprise. Eh bien, il y a 15 ans, ça ne coûtait pas grand-chose. Entre-temps, le durcissement des tarifs de la sécurité sociale a fait que, globalement, aujourd'hui, tout le monde traque les accidents, y compris les accidents de la route. Et on ne peut pas y compris comprendre la grande mobilisation qui a eu lieu, plan route, etc., si on ne comprend pas que ça coûte très cher aussi aux entreprises. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine impunité. Alors, vous faites la comparaison, je dirais, avec les agriculteurs. C'est vrai, d'ailleurs, dans l'étude que nous avons menée en janvier, on montre bien que les agriculteurs souffrent beaucoup de burn-out, que les chefs d'entreprise aussi, c'est vrai. Sauf qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'il y a un grand nombre de victimes en entreprise, ou dans le service public d'ailleurs, où il y en a beaucoup, qui sont dans un lien de subordination réel, et qu'on ne peut pas s'y soustraire. Et que quand vous êtes jeune cadre, qu'on vous dit écoute, tu me prends ça pour demain, qu'il est 20h, et que si vous ne faites pas le boulot, globalement c'est difficile. C'est pour ça que je pense sincèrement qu'on ne veut pas laisser les salariés seuls par rapport à l'employeur, par rapport à cette problématique-là. C'est pas possible. Et deuxièmement, je terminerai, c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène global. Ça montre bien que la dureté des temps, la densification, l'intensification du travail oblige à penser à réguler de manière différente le travail. Qu'on ne veuille pas de tableau, ok, très bien, mais est-ce que vous trouvez normal qu'on ne puisse pas répondre à l'attente
Parce que moi, je dis soit tableau, soit mettre le seuil à 0 ou à 10%. Est-ce que vous êtes d'accord sur le seuil à 10%? Mais si vous êtes d'accord sur le seuil à 10%, moi, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Parce que ça sera un très grand progrès pour notre société. Parce que les DRH qui font leur boulot, ils pourront dire à leur directeur financier, attention là-haut, attention, ça va nous coûter cher, on roule sur les trottoirs. Il faut peut-être qu'on revienne dans la norme. On aura des leviers. Mais si on ne fait rien, ça va continuer. Si on ne fait rien, le mal qui est là aujourd'hui va continuer. Est-ce qu'on peut continuer à ruiner des familles? Est-ce qu'on peut continuer à avoir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes concernées? Je vous renvoie à ce que je disais sur Tours. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, vous ne voulez pas de tableau? Abaissons le seuil. Pourquoi pas? Ça peut être effectivement une solution au cas par cas, parce que si vous voulez, la grosse difficulté, on l'a bien vu, c'est qu'il y a toute une série de facteurs aussi qui peuvent être extra-professionnels. Il faut qu'on puisse se poser ces questions-là. Il ne faut pas, si vous voulez, que ce soit du systématique, et c'est pour ça qu'effectivement le tableau ne me convient pas. Voilà.